Alors, tout à l'heure, je vous avais promis qu'on allait parler désirabilité et profitabilité des démarches vertueuses, écologiques et sociales. Et j'aimerais accueillir, pour vous en parler, l'auteur de ce livre, Aurélie Piette, avec 2 milliards de réenchanteurs. On va parler de ce que ça signifie de réenchanter. Aurélie Piette est économiste, elle est chercheuse, elle est enseignante, elle intervient à Sciences Po, à l'École nationale des arts et métiers. Et elle va nous expliquer comment rentrer dans une démarche vertueuse, ça peut être profitable et c'est surtout créer du désir. Aurélie, qu'est-ce que ça signifie réenchanter ? Déjà, bonjour à tous, merci de m'avoir convié à cet événement. Réenchanter, c'est aspirer à un autre monde, c'est aspirer à un autre modèle de société face à notre marasme ambiant, face à ce manque d'espoir, à cette perte de sens en fait, face à une société qui, finalement, ou un modèle de société qui met l'économie au centre de tout et où finalement, le principal projet de société qu'on nous offre aujourd'hui, c'est la croissance, c'est le profit. Donc réenchanter, c'est aspirer et c'est œuvrer en fait à une société dont le principal objectif est la qualité de vie, le bien-être du citoyen et le respect du vivant. Et en fait, cette expression, elle s'oppose à celle du désenchantement, qui avait été évoqué par Max Weber, le sociologue, au début du XXe siècle, pour caractériser finalement l'époque moderne dans laquelle on était rentré, avec une vision très matérialiste, en fait, très froide, qui tend un peu une vision sensible, une vision plus immatérielle, voire plus spirituelle, avec laquelle, aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de renouer et qu'il est nécessaire même de renouer. Alors, quand ils vous entendent, les gens qui gèrent des marques ici se disent « oui, évidemment, c'est évident, mais comment faire pour qu'on continue à gagner de l'argent quand même ?» Alors, il y a des réenchanteurs. Qui sont-ils, ces 2 milliards de réenchanteurs ? Eh bien, ces réenchanteurs sont précisément ces citoyens qui œuvrent pour créer une société alternative à notre société d'hyperconsommation. Ce sont des citoyens qui portent des valeurs de qualité de vie, des valeurs de développement personnel, des valeurs autour de la reconnexion avec le vivant. Ce sont des citoyens qui finalement sont en train de réinventer partout dans le monde des initiatives où on dit qu'ils font des millions de révolutions tranquilles partout dans le monde dont nous n'avons pas conscience. Des micro-révolutions. Exactement. Un peu partout. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'alimentation. Donc c'est partout. Donc c'est des citoyens comme vous et moi, en fait, qui essayent de faire bouger les lignes, qui essayent de faire leur part. Et ils sont environ 30%, sans doute plus aujourd'hui, ces réenchanteurs. Ce chiffre-là est basé sur une des plus grandes études réalisées au départ aux États-Unis par un sociologue, Paul Ray, sur 100 000 Américains, où il a fait le constat qu'à côté des modernistes et des traditionalistes, il existait une nouvelle catégorie d'individus qu'il a appelée les créatifs culturels, parce que porteurs de nouvelles valeurs, parce que, justement, créatif culturel, créateur d'une nouvelle culture, parce que porteur de ces nouvelles valeurs. Créateur et consommateur aussi, au passage, bien sûr. Tout à fait, de ces valeurs autour de l'environnement, autour de cette reconnexion, en fait, avec le vivant. Et cette étude-là, elle a été élargie par la Commission européenne, elle a été élargie à l'Europe, elle a été élargie à la Chine, au Japon, au monde musulman, pour confirmer qu'il y avait 30% de réenchanteurs dans le monde, soit 2 milliards d'individus qui étaient en train de dessiner les prémices d'une nouvelle société, en fait. Alors, c'est peut-être eux, les futurs clients et les acteurs de l'industrie du luxe. Le luxe doit se réenchanter. Comment ? Et surtout, comment est-ce que c'est économiquement viable de se réenchanter ? Alors, le luxe, je dirais, comme tous les autres secteurs d'activité, doit servir à notre récit aujourd'hui. Que notre récit productiviste, qui est à bout de souffle,
un autre projet que le projet d'économie, enfin, de croissance volumique. Retrouver des modèles économiques différents. Retrouver des modèles économiques. Certes, le modèle économique dominant, capitaliste, volumique dans lequel on a été, nous a permis des avancées incroyables dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais été aussi riches, nous n'avons jamais été aussi productifs, on n'a jamais connu un tel confort. Oui. Mais ça ne s'est pas fait à n'importe quel prix. Ça s'est fait au prix de l'environnement, ça s'est fait au prix de la santé humaine, enfin, physique, mentale. Le monde n'a jamais été aussi fragile et aussi menacé. Et c'est la première fois même de l'histoire qu'on dit que l'homme est à l'origine d'une modification profonde, en fait, de son environnement. Donc, j'ai envie de vous dire que l'enjeu fondamental pour le XXIe siècle, c'est pas tellement la survie du vivant, parce que la nature, elle va survivre, hein, elle n'a pas besoin de nous. L'enjeu, il est véritablement pour l'espèce humaine, en fait. Aujourd'hui, c'est de ça dont il faut prendre conscience. C'est que les dégâts et la rapidité avec laquelle c'est en train de s'opérer, il faut agir vite, finalement. Et la bonne nouvelle, enfin, donc, on voit et on pressent la fin d'un monde qui est à bout de souffle aujourd'hui, en fait, et qui atteint ses limites, comme en témoignent les différentes crises qu'on est en train de vivre, que ce soit la crise environnementale, mais on a vécu une crise sanitaire, que ce soit la crise économique, crise géopolitique. La crise économique politique. est aussi beaucoup une question d'humeur et justement de désenchantement. Et tout est lié de toute façon, et tout est interdépendant. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que face à ce monde qui est à bout de souffle, il y a un nouveau monde qui émerge précisément, et qui est porté par des acteurs engagés, qui est porté précisément par ces réenchanteurs qui sont en train de dessiner les contours de cette nouvelle société. Vous pouvez nous en donner des exemples? Qui sont-ils? Les réenchanteurs, oui. Je disais, c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens qui vont changer dans leur mode de vie, qui vont changer leur façon de travailler, qui vont se reconnecter, aller vers un travail et un job qui soit inspirant pour eux, qui fasse sens précisément, mais c'est aussi des gens qui vont s'insérer dans des associations pour aller dans le sens de l'écologie, mais c'est aussi des individus qui vont changer de manière de consommer, en fait. Voilà, on va consommer local, on va consommer des produits de qualité, donc il y a toute cette notion de sens. Mais je veux juste, terminer, Ariel, par rapport à cette idée qui est importante pour moi. Donc, je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mais le malaise, en fait, qu'on peut ressentir aujourd'hui s'explique, selon moi, vraiment par le fait qu'on soit précisément sur deux plaques tectoniques, comme je dis, qui sont en train de se chevaucher. Il y a la plaque de l'ancien monde qui est à bout de souffle et la plaque du nouveau monde qui est en train d'émerger. On parle d'interstice civilisationnel. On serait dans cette ère-là, dans ce passage-là, entre la fin d'une civilisation, la fin d'une ère et l'émergence d'une nouvelle ère. Donc c'est les raisons pour lesquelles le luxe, comme tous les secteurs d'activité, doivent se réinventer parce qu'ils doivent eux aussi participer en fait au contour et à dessiner ce nouveau monde pour demain. Alors, comment est-ce qu'on passe concrètement, vraiment concrètement, de la société du profit à la société du sens ou du bien-être? En s'inspirant des entreprises qui ont pris conscience de tous ces enjeux sociaux, environnementaux et qui ouvrent la voie. Et qui réussissent. Et qui réussissent. Alors, quels exemples? Alors, en fait, il y a 4 éléments sur lesquels on voit que c'est en train de bouger. On voit que notre économie de demain, elle est en train de bouger. Ce qui témoigne d'ailleurs d'une révolution aussi sociétale importante. L'objectif des entreprises est en train de changer. Et ça, c'est, j'allais dire, un changement de paradigme profond, parce que l'entreprise, jusqu'à maintenant, dans le système capitaliste, elle servait à augmenter le profit uniquement. Et aujourd'hui, de plus en plus, ces entreprises dans l'économie de demain, elles cherchent non seulement à atteindre des objectifs économiques de profit, mais aussi des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle met sur les mêmes niveaux, en fait. Elle regarde aujourd'hui les indicateurs, leurs performances et surtout leurs indicateurs économiques, sociaux et sociétaux, et elles font en sorte qu'il y ait un équilibre entre les trois. On ne privilégie en aucun cas la dimension économique par rapport aux autres. On parle de performance globale. On n'est plus dans la performance financière, et pour preuve, c'est que ces entreprises ont
plus tellement de... Enfin, on parle plus, c'est les prémices de tout ça, mais de directeur financier, on va parler de directeur impact, pour montrer qu'on est plus dans la performance globale. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est une mutation importante. Ouais. Ça, c'est l'objectif, donc ça change de paradigme fondamentalement, donc dans le dessin de demain. Ce qui change aussi, c'est la façon d'appréhender la croissance. Jusqu'à maintenant, on est dans la croissance volumique, il nous faut produire toujours plus. Demain, c'est une croissance en valeur. Et j'aime prendre l'exemple du groupe Nexans, alors c'est pas un groupe du luxe, désolé, qui font des câbles électriques. C'est un grand groupe qui est coté en bourse. Et Christopher Guérin, qui en est le CIO, nous dit je fais du profit aujourd'hui sans faire de croissance. C'est-à-dire qu'en fait, il fait de la croissance en valeur et plus de la croissance en volume. Il a diminué son nombre de clients, qui est complètement contre-intuitif. Ouais. Il est passé de 17 000 clients à 4 000 clients, sur des clients qui partagent ses valeurs. Ces clients, il les accompagne vraiment dans une collaboration pour satisfaire leurs besoins. Donc il est davantage dans une démarche servicielle. Donc il y a toujours du produit, ils ont diminué leur nombre de produits référencés, ils sont plus dans une démarche de service, ils ont diminué leurs émissions de CO2 et le chiffre d'affaires a été maintenu. Par contre, ils ont augmenté le cash flow de l'entreprise. Donc vraiment, il est sur cette dynamique. C'est un exemple, je trouve, de croissance en valeur, en fait. Donc ça, c'était le deuxième point. Si je vous comprends bien, c'est un peu, d'une certaine manière, ce qu'était l'industrie avant, c'est-à-dire profitable, pas forcément scalable à l'infini, mais profitable par la qualité, par la concentration, et qui ont fait les grands empires industriels qui fleurissent en France, qui ont fleuri en France. Mais peut-être moins dans la matière et dans l'empreinte matière, en fait. Mais c'est vraiment penser la croissance, j'allais dire. Et on rajoute les valeurs par-dessus. Voilà. Et puis de façon plus intelligente, en fait. C'est juste qu'avec du bon sens, chose qu'on n'a pas fait, on produit comme si, en prenant compte de rien, en fait, voilà, sans limite. Et aujourd'hui, c'est juste, il faut faire plus intelligemment, en fait. Il faut remettre du sens dans tout ça. En fait, c'est simple, donc on passe. C'est comme une amélioration continue. Voilà, c'est cette idée-là dans cette croissance-là. Le troisième point, Ariel, du coup, c'est celui de la gouvernance qui est en train de changer. On l'a évoqué tout à l'heure. Et ça peut être aussi intéressant. Ce qui change dans la gouvernance, c'est qu'on est dans des structures plus plates. On est moins dans des structures pyramidales, de façon à ce que l'information circule plus vite, parce que l'information est stratégique aujourd'hui dans un monde complexe. Et puis ensuite, c'est pour mobiliser et motiver davantage aussi les collaborateurs avec lesquels on travaille. Et je pense à AXA Climate, qui est une branche du groupe AXA, où il n'y a pas de manager dans l'entreprise, de façon à ce que les collaborateurs puissent déployer pleinement leurs talents. Et soient responsabilisés. Et soient responsabilisés complètement. Et ils sont plus proches de problématiques, donc ils y répondent en plus d'autant mieux. Dans un autre type d'exemple un peu différent, je pense à Norcis, qui est une entreprise qui est une SS2I, qui... au sein de son conseil d'administration, a mis une personne qui représente l'environnement, la nature. Et il a droit de veto, cette personne. C'est-à-dire que si un projet qui ne va pas et qui ne satisfait pas, et qui a des impacts sur l'environnement, il peut y avoir veto. Et ils ont refusé comme ça plein de projets, finalement. Donc ça, c'était deuxième chose qu'ils voulaient. Et la dernière, parce que le temps passe. La dernière, c'est sur les modes de production qui sont plus sobres. On l'a évoqué tout à l'heure et je vais reprendre. Et Hélène Valade a été un exemple emblématique avec LVMH de ce qu'ils font. On est précisément là-dedans. Des modes de production plus sobres, c'est d'économie circulaire, c'est d'économie de la fonctionnalité. Ouais. C'est consommer moins dans la production. C'est économie régénérative, ce sont des exemples inspirants. Si je peux juste les présenter un par un, ou pas, Ariel, j'ai un tout petit peu de temps. À peine. 4 minutes. Non ? Oui, allez-y, oui, bien sûr. Donc pour faire très vite, l'économie circulaire, c'est une économie qui s'inspire du vivant. Elle contredit notre économie linéaire où on fabrique, on consomme et on jette. Dans la linéaire, on fabrique, on consomme et on réutilise. On s'inspire du vivant dans lequel il n'y a pas de déchets. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de déchets, ou du moins le déchet est considéré comme une ressource secondaire. Donc on réfléchit en amont, il y a toute une idée d'éco-conception pour produire mieux en consommant moins d'énergie, consommant moins de matière. C'est 1083 qui fait des jeans français à partir de jeans usagés, par exemple. L'économie de la fonctionnalité, c'est une économie où vous faites focus plutôt sur l'usage que sur le fait d'être propriétaire de votre bien.
J'aime bien prendre l'exemple de MCB, qui est une entreprise qui fait des décors de théâtre. Elle était dans une approche linéaire, c'est-à-dire qu'on fabriquait des décors et puis elle les jetait une fois que c'était utilisé. Avec l'économie de la fonctionnalité, elle a fabriqué un module qu'elle réutilise à chaque fois, en fait, qu'elle adapte aux différentes demandes. Et ce module-là, elle en reste propriétaire. Donc, elle a tout intérêt à ce que ça soit de la meilleure qualité possible, pour que ça soit le plus durable possible, pour que ça soit le plus rentable possible pour elle dans le temps, en fait. Donc, on passe sur une dimension de location. Donc ça, on le voit dans le luxe aussi, avec de la location dans les vêtements de haute couture, par exemple. C'est un exemple emblématique. Et pour faire très vite, l'économie régénérative, c'est une économie qu'a évoquée Hélène Valla tout à l'heure. On ne cherche pas à faire moins mal à l'environnement. On n'est pas dans l'écologie traditionnelle. On essaye de faire mieux, on essaye d'être beaucoup plus inspirant, on essaye d'avoir un impact positif sur son environnement, sur nos écosystèmes. On essaye de restaurer notre environnement. L'exemple emblématique qu'on donne toujours, c'est Interface, qui est une entreprise américaine qui fait des dalles de moquette qui absorbent plus de CO2 qu'elle n'en émet. Merci Aurélie, Voilà. et merci pour cette leçon de profitabilité et d'écologie non punitive en tout cas. Et je renvoie tout le monde à votre livre 2 milliards de réenchanteurs. Merci d'être venu dans le Paris Merci Luxury et Summit. time to reload. Merci à tous.